Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 331 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire avec l'entrepreneuriat qui a commencé en fait il y a quelques années. Je vais vous raconter tout ça. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, eh bien, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Je vais vous raconter aussi voilà l'histoire de The Positive Place, mais je vais remonter à coucou Valérie. Je vais remonter à finalement comment j'en suis aussi arrivée là. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre l'hashtag replay. Merci beaucoup Valérie. Et voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai passé une journée bien chargée, bien dense. J'ai animé toute la journée pour une entreprise voilà, qui est la mairie plutôt. Alors, c'est pas vraiment une entreprise, mais voilà. Donc je suis très contente d'avoir diffusé la psychologie positive, qui est aussi, on va dire, une des branches de mon entreprise, en parallèle de ce que je propose en ligne dans l'accompagnement des femmes autour du féminin sacré, mais aussi dans l'accompagnement entrepreneurial. Et bien justement, c'est ce que je vais vous raconter, c'est finalement, j'en suis pas à ma première expérience entrepreneuriale. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, comment ça a commencé? En fait, quand j'étais étudiante, j'ai fait des études un petit peu par défaut. C'est-à-dire que, alors quand je dis par défaut, j'ai choisi mes études, mais c'était un peu le chemin tout tracé. C'est-à-dire que moi j'ai fait L, et quand on était une bonne élève, qu'on faisait L, on vous orientait vers les classes préparatoires. Donc j'ai fait Hippocagne et je l'ai pris comme un plaisir en fait. Je le voyais pas comme une professionnalisation. Je me disais pendant 2 ans je vais pouvoir apprendre des choses, ouvrir mon périmètre au niveau culturel. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris, parce qu'en fait je savais très bien que je voulais pas être prof, parce que Hippocagne ça mène souvent à être prof. Moi c'était pas ce que je voulais faire. Je me suis dit waouh, je vais pouvoir apprendre plein de choses. Donc j'étais plutôt dans une dynamique de curiosité, de qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre. Et voilà, c'était quand même appréciable d'avoir 2 ans. C'est vrai que c'est un luxe de pouvoir aussi se dire je vais pas me connecter à finalement au métier que je vais faire. Et c'est aussi un écueil des femmes, hein, j'en parlerai après, mais voilà, c'est-à-dire que les femmes ont aussi été déconnectées de la relation à l'argent, l'intimité à l'argent, et aussi au fait de générer ses propres revenus. Mais c'est aussi très beau de se dire, voilà, je vais faire des études juste pour m'enrichir intellectuellement. Bon, en tout cas, voilà, moi c'est ça que j'ai fait. J'ai fait Hippocagne. Et ensuite, après les classes prépa, ce qu'on nous proposait, c'était une école de commerce. Et en fait, moi, à ce moment-là, mais c'était no way. J'avais pas du tout envie d'être dans une école de commerce. Mes parents venaient de se séparer. J'avais besoin de retrouver mon équilibre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à ce moment-là à faire de l'animation en club de vacances. Et j'ai vraiment découvert... Alors, je connaissais l'animation, mais l'animation en club de vacances de manière saisonnière, à la montagne et à la mer, voilà, j'alternais. Et j'ai fait ça en fait pendant quasiment 3 ans. Et comme je voulais avoir un niveau d'études, parce que voilà, j'avais un bac plus 2, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite en fac d'espagnol, parce que je suis d'origine espagnole, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire à distance en contrôle terminal tout en travaillant? En fait, ça a été ça, l'espagnol, parce que, bon, voilà, il se trouve que j'ai des facilités en espagnol, et que la culture aussi espagnole m'intéressait. Donc je me suis inscrite en contrôle terminal, et donc j'étais saisonnière en club de vacances, j'étais géo quoi, pas au Club Med, mais parce que le Club Med, bon voilà, on sait que le rythme est assez physique. Moi je voulais pas aller au Club Med, je travaillais dans des clubs Air France, puisque ma mère travaillait Air France, et je connaissais, j'y étais allée quand j'étais petite, donc c'était aussi des super souvenirs que de travailler dans les clubs de vacances dans lesquels j'avais été enfant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à être sur scène tous les soirs, parce que si vous êtes déjà parti en club de vacances, vous savez qu'il y a des spectacles tous les soirs. Et moi, c'était une manière pour moi aussi de tester un petit peu ma capacité, coucou Laura, à être sur scène. Donc on faisait toutes sortes de spectacles, et moi je voulais déjà chanter, en fait, je chantais déjà. Et le fait de chanter, c'était hyper important pour moi. On faisait du café-théâtre, on faisait de l'improvisation, on faisait de la danse. Moi je donnais des cours de danse la journée, des cours de step. Enfin voilà, mon expérience en club de vacances, franchement c'était juste génial. Quand on a la vingtaine, hein, j'étais
J'étais dans ma vingtaine, c'est des expériences incroyables, on vit en pleine nature, la montagne, la mer, enfin voilà, et ça a été quand même mes plus beaux souvenirs hein, de jeunesse, on en parle comme ça avec nostalgie, mais voilà, c'est vrai que ça a été super. Et puis d'un autre côté, bah, j'avais quand même cette fibre artistique hein, que j'avais envie de réaliser, de laisser épanouir, et donc bah, il y a eu un moment donné, je me suis dit, ok, ça y est, je me suis assez démontrer que je pouvais être sur scène, bah maintenant je vais le faire, je vais faire la même chose, mais je remonte à Paris et puis bah voilà, je veux être artiste et c'est ce que je veux faire. Et donc je suis remontée à Paris et en effet, bah, mon idée c'était de me dire ok, je me donne un an pour eh bien, pour être intermittent du spectacle, pour faire ce que j'ai envie de faire, et puis bah, si au bout d'un an ça marche pas, bah, je ferai autre chose. Et bah, alignement des planètes, en un an, j'avais mon intermittence du spectacle. Je faisais plein de choses. Je faisais des voix off, des voix chantées, des voix parlées. Je chantais dans un groupe. J'ai travaillé sur un spectacle à Disney, Valérie. C'est là qu'on s'est rencontrés, si tu es toujours là. J'ai fait, voilà, j'ai aussi fait un cover des Last SketchUp. C'est-à-dire que à l'époque, c'était la grande mode des Last SketchUp. Et en fait, elle pouvait pas faire toutes les dates. Et à l'époque, ça se faisait des covers. Des covers, c'est-à-dire qu'on faisait des groupes bis et on allait faire des dates que les chanteuses... Ouais, Laura, tu dois connaître ça aussi, les covers, toi qui es chanteuse aussi. Et en fait, on allait faire des dates que les groupes ne pouvaient pas faire. Donc moi, nous, on s'appelait les Ketchup Girls et on allait faire des dates... Notamment, bah, j'ai chanté en Russie, j'ai chanté mince dans les grandes villes de Russie dont je me souviens plus le nom évidemment, parce que voilà, Moscou, voilà, et Saint-Pétersbourg, voilà. Et puis on a aussi chanté à la frontière de la Sibérie, on a fait des trucs improbables, on a chanté au Kazakhstan, en Ouzbékistan, bah voilà, c'était honnêtement c'était génial parce que bah j'avais 23 ans et en fait pendant 4 ans j'ai été intermittente du spectacle et pour moi c'est déjà en fait ma première expérience en tant qu'entrepreneur, avec aussi bah, la jeunesse hein, que j'avais. Ouais, c'était drôle, c'était drôle. Donc c'est des bons souvenirs et en même temps, bah, voilà, je savais très bien que j'ai vécu des moments exceptionnels parce que notamment on a chanté pour un milliardaire russe à Saint-Pétersbourg et bah, il y avait du caviar à la louche dans les backstage. Enfin voilà, c'était un peu l'exubérance quoi. On savait qu'on vivait des choses un peu hors du commun. Et en même temps, bah, quand on est jeune, on prend les expériences et on s'abreuve de tout ça. Donc c'était des super belles expériences. Voilà, c'était enrichissant. Et en même temps, bah, qu'est-ce que j'ai ressenti en tant qu'intermittent du spectacle? C'est que bah, finalement, bah, par exemple, notre producteur, il nous payait très peu par rapport à ce qu'il, lui, il encaissait. Donc j'ai ressenti beaucoup aussi d'impuissance a posteriori en me disant, mais en fait, en étant bah, finalement une artiste, je me sentais un peu en bout de chaîne, quoi. Déjà, il fallait que j'attende de mon producteur qui nous boucle les dates. Enfin, je ressentais beaucoup d'impuissance parce que je voyais bien que finalement ils abusaient un petit peu de notre statut de jeune fille, bah ouais, on a trop envie de travailler, on a envie de chanter, etc. C'est ce qui se passe aussi dans le milieu du cinéma, hein. C'est horrible, hein, mais c'est des milieux où il y a énormément d'abus. Alors je parle pas, bien sûr, il y a des abus déjà sexuels, mais il y a aussi des abus de pouvoir, tout simplement, des abus de pouvoir de toutes ces jeunes filles qui veulent être comédiennes, qui veulent être connues. Nous, on voulait chanter, on voulait danser, on voulait faire notre métier, en fait. Et donc, bah, c'est quand même c'est quand même assez violent quand on constate qu'on n'est qu'un pion en fait hein, dans tout ça. Et en fait, moi, même si je profitais de l'instant présent, je trouvais ça génial de faire tout ça, je me disais mais quand même, je savais qu'il nous payait très peu par rapport à ce que lui encaissait. Enfin voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Et finalement, c'est aussi ça qui m'a décidé à quitter l'intermittence du spectacle. J'ai fait ça pendant 3 ans parce que j'avais envie de reprendre mon pouvoir. En fait, j'avais envie de reprendre ma souveraineté. J'avais pas envie de subir. Et finalement, j'avais le sentiment qu'en restant dans le milieu artistique, ça allait continuer. Je voyais pas d'issue en fait pour moi. Et bah, j'ai repris mes études. J'ai fait un master, bah, du coup là en école de commerce, puisque j'avais donc continué mes études d'espagnol. J'ai une maîtrise d'espagnol. Et puis j'ai fait un master média, un master dans les médias, et c'est là que je suis rentrée dans les médias. Et bah, finalement, ce qui était drôle, c'est qu'en travaillant dans les médias, moi, en ayant été 3 ans intermittente du spectacle,
C'était les débuts d'Internet, mais moi, honnêtement, j'étais nulle en ordinateur. C'est genre une compétence. J'étais nulle au niveau numérique, en fait, parce que j'avais pas du tout travaillé ça. Donc, c'est vrai que le choc culturel a été énorme quand j'ai intégré l'entreprise. J'ai plus beaucoup de batterie. Donc ça a été un choc culturel quand j'ai intégré l'entreprise parce que j'avais pas les compétences en fait, tout simplement. J'avais fait 1 an dans l'école de commerce, donc j'avais essayé de rattraper un peu mon retard, mais enfin c'était quand même pas génial. Et puis surtout, ce qui était dur pour moi, c'était d'être enfermée dans un bureau. Je me souviens très bien, j'ai eu un choc en fait. Les premiers mois, j'avais des vertiges, je me sentais mal. Dans la plupart des bureaux, on pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que c'était des bureaux modernes, alors soi-disant modernes, où tout est à la clim, etc. Donc j'ai eu un énorme choc en fait quand j'ai commencé dans les médias. Et finalement, ça a été aussi une façon de... voilà, je me suis accoutumée au fur et à mesure. Mais je savais pourquoi j'étais dans les médias. Je voulais reprendre mon pouvoir personnel. Je voulais plus subir, en fait. Voilà, je trouvais que en tant qu'intermittent du spectacle, j'étais trop en bout de chaîne. J'avais pas le... je maîtrisais pas, j'avais pas le pouvoir, en fait. Quand je dis le pouvoir, la souveraineté, c'est le mot plus juste. Et puis, je suis restée quand même 12 ans dans les médias. C'est vrai que ça m'a apporté aussi beaucoup de satisfaction parce que j'ai pu évoluer, il y avait des perspectives d'évolution, j'ai pu changer d'entreprise, découvrir de nouvelles choses. J'ai travaillé dans des très grandes boîtes, dans des grands groupes de télé. Moi là, j'adorais la télé, ça me faisait rêver. C'était le spectacle aussi pour moi. Je renie pas du tout ces années-là parce que j'avais des paillettes dans les yeux. On allait sur les plateaux télé, on allait sur tout ça. Moi, c'était comme une continuité finalement de l'univers du spectacle. Puis j'ai appris aussi énormément de choses. Je travaillais en régie publicitaire, j'ai géré des budgets de millions d'euros, j'ai appris aussi de la communication, enfin j'ai appris plein de choses. Donc ces 12 ans, ces 12 années, elles ont été extrêmement fructueuses. Mais en fait, au fur et à mesure, la vie m'a aussi envoyé des événements parce que, tout simplement, physiquement parlant, je me sentais de moins en moins bien. J'avais des symptômes quand j'arrivais au bureau, j'avais des nausées, j'étais extrêmement fatiguée. Et puis, en fait, c'est aussi des messages que vous envoie la vie, c'est-à-dire que mes 2 dernières expériences professionnelles ont été catastrophiques et au final, tout m'a poussée à me dire mais là, il faut que tu arrêtes en fait. Sauf qu'évidemment, quand on est installé dans un milieu, avec une expertise, ça fait peur en fait de passer à l'acte et de changer. Et finalement, la vie m'a aidée et en 2019, je me suis retrouvée finalement, j'avais plus d'entreprise et là, je me suis dit bon ok, c'est maintenant ou jamais, faut y aller, sachant que mon projet, je l'avais depuis 2 ans en fait dans les tiroirs. Et donc c'est là que la vie elle est bien faite finalement parce que elle vous pousse aussi à quand vous prenez pas les bonnes décisions, il y a des événements qui arrivent qui font que ça vous met aussi sur votre chemin. Ça j'en suis de plus en plus convaincue. Sur le coup c'est difficile, on le vit mal, on se dit pourquoi moi, etc. Mais en fait, ça a un sens. Et finalement, aussi, quand je constate le cheminement que j'ai fait depuis 2 ans, pareil avec le Covid qui m'a permis de réorienter aussi mon activité, qui m'a poussée dans mes retranchements parce que moi franchement me montrer sur les réseaux sociaux c'était vraiment pas envisageable pour moi. Donc au final c'est tout ça merci Solène. Donc c'est tout ça qui finalement a posteriori tout prend sens. Déjà dans mon cheminement de développement personnel il y a toujours cette idée de souveraineté qui m'accompagne depuis 20 ans. Quand j'étais intermittente du spectacle je voulais être souveraine entre guillemets, je voulais ne plus subir. Quand j'étais dans les médias aussi ça a été toujours ça, de reprendre mon pouvoir personnel. Et ce qui est intéressant finalement c'est qu'on va toujours le chercher à l'extérieur alors qu'en fait il est à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui dans mon cheminement entrepreneurial finalement toutes mes expériences passées quand j'étais intermittente, quand j'ai travaillé dans les médias aujourd'hui prennent sens. Et puis avec les 2 ans et demi finalement de recul que j'ai, c'est aussi une expérience parce que avoir vécu l'entrepreneuriat en plein Covid, c'est quand même un truc bien particulier, puisque j'ai lancé 4 mois, à peu près 4-5 mois avant le Covid. Donc ça a été des montagnes russes émotionnelles et en même temps je me dis mais waouh quel cadeau parce qu'en fait d'avoir survécu à ça, mais c'est juste je me sens insubmersible entre guillemets parce que voilà ça a été tellement il s'est passé tellement de choses en 2 ans et demi, je pense que là c'est comme si j'avais déjà vécu 5-6 ans d'entrepreneuriat, à peu près le double quoi.
Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ce soir tout ce cheminement, tout ce qui m'a mené à ça, et puis aussi cette idée, là j'en parlais justement aujourd'hui, hein, j'étais en atelier aujourd'hui, le fait que au moment où finalement ce truc du développement personnel est venu me toquer à la porte, eh bien je me suis autorisée à y aller à fond en fait. Je me suis dit ok Clémence, c'est pas pour rien, et j'ai commencé à acheter des tonnes de livres de développement personnel. Tous les soirs je regardais des conférences, et il y avait une part de moi où presque ça me faisait peur. J'étais là, mais waouh, j'y vais tellement à fond. Merci Laura. Je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que j'étais là, mais c'est un puissant fond, quoi. Plus je lis, plus je regarde et plus j'ai envie d'en apprendre. Et en même temps, il y a une part de moi où je me suis dit, bon, écoute, Clémence, là, t'as jamais été finalement au bout d'une passion. Là, je sais pas, il y a un truc, il faut que tu essayes et tu verras bien. Va au bout du truc et tu verras bien. Et finalement, c'est cette autorisation-là que je me suis donnée, d'aller à fond, voilà, on fait toujours attention aux dépenses, et voilà, finalement, je suis maman solo quand même depuis un certain temps, et d'acheter beaucoup de livres, même moi, ça me faisait peur. Puis aujourd'hui, j'achète des programmes de développement personnel, je me fais coacher, etc. Il y a des moments où je me dis, waouh, mais c'est vrai que c'est impressionnant, finalement, le temps et l'argent que j'y consacre, mais en même temps, avoir une passion, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Et c'est aussi ce qui fait que je peux contribuer derrière. Et c'est vraiment le message que j'ai diffusé aussi aujourd'hui. Merci Valérie. C'est le message que j'ai diffusé aujourd'hui dans l'atelier que j'animais. C'est que, en fait, si à un moment donné, j'avais pas pris la décision d'y aller à fond, si j'avais continué finalement à répondre à la pression extérieure qui te dit mais on a trop de choses à faire, il n'y a pas le temps, parce que c'est souvent ce que les gens me disent en fait, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, etc. Mais en fait à un moment donné, cette pression-là, elle sera toujours là. Donc c'est à vous aussi de la repousser et de dire non mais c'est stop en fait, là je repousse la pression extérieure et je décide d'aller à fond dans ma passion, parce que tôt ou tard, c'est cette passion-là qui vous permettra de contribuer. Et de contribuer, et ça en fait plus vous allez contribuer et plus vous allez recevoir, parce qu'on est tous reliés. Et pour moi ça c'est une loi universelle du vivant. Je m'intéresse beaucoup à tous ces sujets là de lois universelles, des lois ancestrales auxquelles on n'a plus accès, mais en fait plus vous allez vous concentrer sur votre passion, parce que c'est un cadeau d'avoir une passion. Il y a tellement de gens qui n'ont finalement pas de passion, ou en tout cas elles sont bien cachées quoi, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ne les écoutent pas que les passions elles viennent plus toquer à leur porte justement. Donc quand il y a une passion qui vient toquer à votre porte, eh bien allez-y franchement. C'est vraiment voilà le message de ce live. Et puis j'avais aussi envie voilà de vous partager tout mon cheminement aussi, dans tout mon parcours entrepreneurial, et tout ce que j'ai finalement traversé, vécu, transformé depuis 2 ans et demi. Merci Laura, vivons notre passion à fond. Et oui, il y a que ça de vrai, c'est ça qui nous donne l'impulsion, c'est ça qui nous donne l'envie, c'est ça qui nous fait tout traverser. Et c'est justement ça que j'ai à cœur de vous partager dans Lovepreneur. Lovepreneur, c'est vraiment ce programme qui me tient vraiment à cœur, de vous accompagner dans le lancement de votre projet. Soit que vous ayez un projet en tête déjà depuis, merci Solène, déjà depuis quelques temps, mais que vous n'osiez pas passer à l'action, soit que vous ayez déjà créé votre entreprise et que finalement vous ayez besoin d'être accompagné, parce qu'en fait on a besoin d'être accompagné quand on est entrepreneur. Moi je suis toujours accompagnée depuis le début en fait, parce que c'est complètement différent en fait, et à chaque j'ai envie de dire étape en fait de notre cheminement entrepreneurial, on a besoin d'être accompagné. Et comment on est accompagné aussi, c'est en voyant concrètement le cheminement de l'autre. Et encore une fois, par exemple, si je prends un coach que j'aime bien, qui s'appelle David Laroche, que vous connaissez, finalement David Laroche, j'ai regardé pendant longtemps ses vidéos, mais il y a quelque chose un peu d'inaccessible aussi. Donc je pense aussi, c'est pour ça que finalement il y a des coachs à toute étape de notre vie, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à se relier au coach qu'on suit, si c'est trop inaccessible, on n'arrive pas à se relier, et donc on n'arrive pas à le mettre en pratique. Moi, le jour où ça a vraiment changé pour moi, c'est quand je me suis reliée à des coachs qui étaient, on va dire, les 2-3 marches au-dessus, entre guillemets. Alors, le au-dessus, est toujours relatif, 2-3 marches après, voilà. C'est-à-dire que si je regarde David Laroche, il est tellement far away que en fait, ça peut pas me motiver. Puis je peux appliquer des choses, mais c'est trop loin. Alors que si je prends en effet des coachs qui sont quelques mètres plus loin,
Bah là, en fait, en tout cas, moi, je l'ai vu sur moi, mais ça a tout changé. C'est-à-dire que je suis passée à l'action parce que j'ai vu que c'était possible. Donc, c'est vraiment ça pour moi, le message que j'ai envie de vous diffuser, c'est que finalement, transmettre là où on est, et que ça soit accessible, c'est ça qui vous fait avancer. Ouais, exactement, step by step. Et l'ennemi de ça, c'est la procrastination, c'est justement la tâche nous paraît tellement immense qu'on va pas, on n'y va pas, hein, c'est trop. Donc c'est pour ça que Lovepreneur pour moi c'est un programme qui est vraiment dans cette étape-là de ok, j'y vais, j'ai peur, mais j'y vais. Ou alors je suis déjà lancée, mais je vois bien que je passe pas à l'action, mais je vois bien que je procrastine, mais je vois bien que j'ai des freins. Et en fait, bah, tous ces freins, comment dire, je vais prendre un exemple. En fait, sur LinkedIn, il y a beaucoup d'entrepreneurs hyper successful, de start-up, etc., qui vendent finalement leur succès. Et en fait, bah, moi, ça fait l'effet inverse sur moi. Quand je regarde ces entrepreneurs de start-up, ça fait que je me compare et que je me sens pas bien. Et en fait, bah, justement, c'est typiquement ce genre de post ultra comment dire, qui survendent, mais c'est normal, ils font leur job hein, de vendre leur truc, mais moi ça a l'effet inverse. Moi j'ai besoin de voir en fait des entrepreneurs qui sont en effet quelques marches plus loin, qui vont me tirer avec eux, qui vont m'emmener avec eux, et c'est ça en fait qui pousse à l'action. Et en effet c'est step by step. On peut pas directement aller voilà, on peut pas, c'est pas possible, il faut respecter les étapes. Et respecter ces étapes, c'est déjà d'être dans l'honnêteté de là où on en est ici et maintenant. Et ça, c'est difficile aussi. Et ça veut dire bah, d'être honnête vis-à-vis de soi-même. Et c'est pour ça que moi, dans ma méthode aussi, j'apporte beaucoup de douceur. Parce que bah, déjà, je me suis apporté beaucoup de douceur. Parce que si on est trop exigeant, trop, comment dire, quelque part abusif, hein, parce que quand on est dans la surexigence et dans le contrôle, bah, on est abusif avec soi-même. Bah, en fait, ça bloque l'action. Et particulièrement quand on est une femme. On a tellement vécu d'abus, on a tellement vécu d'entraves, d'intrusion que en fait, enfin moi je sais que ça marche pas du tout avec moi, les manières de coacher comme ça, rentre dedans, etc. Pour moi, on a besoin de douceur, on a besoin de guérison des blessures, on a besoin d'agir sur d'autres niveaux, sur des plans inconscients. C'est pas, voilà, je me suis un peu réconciliée avec le mot de coach. Pour celles qui me suivent depuis le début, vous aurez remarqué que j'utilise un peu plus le mot de coach. Mais pourquoi j'aimais pas le mot coach? Parce qu'en fait, pour moi, coach, c'était forcément rentre dedans. Et ça, c'est vraiment pas ma manière de procéder. Pour moi, on va agir sur l'inconscient. On va agir justement, on va amener dans la douceur. On peut pas... Voilà, nous en tant que femmes, on a trop vécu d'intrusions, on a trop vécu de choses. Ouais, exactement, on a besoin d'amour, on a besoin de douceur. Et on peut être, c'est pour ça que j'ai appelé ce programme Lovepreneur. Voilà, c'est entreprendre d'une autre manière. C'est pas les start-upers qui ont fait HEC et voilà, qui ont fait des super études. Non, on peut entreprendre différemment. Et surtout, à partir du moment où on s'accueille dans ce qu'on est. Et moi, j'ai tellement eu à cœur de m'accueillir dans ce que j'étais, dans mes blessures, dans ma douceur. Et plus je me suis accueillie, et plus j'ai réussi à passer l'action, et plus j'ai réussi à construire des choses. Donc je l'ai vu sur moi que ça marchait en fait. Donc voilà, c'est aussi ce que j'ai à cœur de vous transmettre, c'est ça. C'est plus on va s'accueillir tel que l'on est, avec douceur, avec amour, et plus on va pouvoir monter. Et puis surtout, on avance ensemble, et ça j'y crois, mais dur comme fer. En tant que femme, on peut se créer notre économie, on peut se créer vraiment notre communauté, mais j'ai envie de dire, comme les hommes le font, mais depuis des siècles. Sauf que eux, ils se sont créés des réseaux, c'est institutionnalisé. Et puis nous, en tant que femmes, finalement, on a été exclus des corporations de métiers, on a été exclus de tout. On est en fin de vie, 10% de batterie. Et je vais quand même finir sur ça. Donc oui, c'est aussi, en tant que femme, rentrer en proximité avec l'argent, rentrer en proximité avec l'économie et se créer aussi nos échanges à nous en fait. Ça veut pas dire qu'on va exclure les hommes, hein, on n'est pas exclusif, on n'est pas excluante, voilà, je sais pas, je pense que là c'est pas très français ce que je viens de dire. Mais oui, c'est important de comprendre aussi que pour moi, l'entrepreneuriat au féminin, c'est quand même pas la même chose. C'est quand même pas la même chose que l'entrepreneuriat au masculin. Et
c'est pas être sectaire que de dire ça, c'est des différences qui sont structurelles en fait. Voilà, tout simplement. Tu me dis merci beaucoup Clémence, oui pour notre tribu, mais oui, moi j'en suis convaincue. Et je lisais encore un article sur... alors attendez, ça s'est connecté, je sais pas si ça va remonter. Bon. Je lisais encore un article sur, je sais pas si vous m'entendez bien du coup parce que je pense que mes écouteurs, voilà. Je lisais un article sur le fait que les cosmétiques, l'industrie des cosmétiques est majoritairement détenue par des hommes qui finalement incitent aussi les femmes à la consommation pour être toujours plus belles, etc. Bah, c'est aussi des façons de faire qui pour moi sont obsolètes et on le voit, il y a de plus en plus de femmes aussi dans l'entrepreneuriat de produits pour femmes parce qu'on en a marre en fait d'être une sorte de vache à lait de ces industries-là en fait. Voilà, donc c'est aussi reprendre notre souveraineté, c'est faire des choix conscients à tout niveau. Voilà, je vais être obligée de m'arrêter parce que j'ai vraiment plus de batterie. Puis je sais pas si vous m'entendez bien parce que ça s'est connecté à mes AirPods. Voilà. Bon, c'était un super moment. Merci beaucoup à toutes qui étaient présentes. Merci Laura, merci Valérie, merci Solène. J'ai du mal à vous quitter, mais vu que j'ai plus de batterie, il faut que je vous quitte. Je vous embrasse fort, fort, fort. Merci d'avoir été là. Merci pour ce moment et je vous dis à demain.